Bienvenue à tous et bienvenue à tous et bienvenue sur cette chaîne où aujourd'hui on va partir à la rencontre d'une autre personne qui va nous témoigner son parcours de vie, son combat de vie. Donc merci à toi, Émilie en l'occurrence, pour avoir répondu déjà premièrement favorablement à mon appel et puis deuxièmement t'être livré comme tu l'as fait et comme tu vas le faire incessamment sous peu. Parce qu'en fait là, je te cache pas que l'interview est déjà enregistrée, mais j'avais pas fait l'intro avant, j'avais pas envie, enfin j'étais pas dedans quoi, donc je l'ai fait après cette interview. C'est un beau moment, un moment fort, donc prends le temps de la regarder cette vidéo, parce que je pense que comme à chaque fois qu'on écoute l'expérience des autres, on apprend toujours. Il faut juste se poser. Dans ce monde qui va toujours des fois un peu trop vite, prendre le temps de se poser et écouter l'autre. Et cette qualité d'écoute, on peut l'avoir au quotidien, nous. Pas être obligé d'attendre une vidéo ou de voir une interview sur une vidéo. Juste quand on s'intéresse à l'autre, on se rend compte que l'autre a énormément à nous dire. Sur lui dans un premier temps et sur nous aussi, de manière indirecte. Voilà. Donc je te souhaite une bonne vidéo. Je te dis à la prochaine, bon visionnage à toi, bonne expérience à toi, et puis comme d'habitude, le meilleur à toi. On fait comme ça. Allez, bisous Biko. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette chaîne Atypique Logos. Aujourd'hui, je m'en viens à la rencontre d'une personne que j'ai connue il y a quelques années. On s'était perdu de vue et aujourd'hui, je m'en viens l'interviewer pour deux raisons. La première raison, c'est pour son histoire et son combat, et puis aussi avoir son avis en tant que praticienne en sophrologie, sur comment elle voit la sophrologie, l'approche de la sophrologie et sa pratique de la sophrologie. Bonjour Émilie. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi d'avoir répondu favorablement à cette interview, qui n'est pas évident. Non, j'attends de voir. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter? Oui, donc Émilie. Donc du coup, sophrologue, mais actuellement sans activité. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc on s'est connus en formation de sophrologie. Ouais. Et puis depuis, voilà, j'ai eu pas mal d'événements, pas forcément choisis. D'accord. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis... En tout cas, jusqu'ici, là, je m'étais pas mal concentrée sur ma santé. D'accord. Donc, au niveau, on a échangé ensemble avant Oui. de préparer cette interview. J'aime bien aussi les interviews qui sont dans l'instant. Ouais. J'aime pas trop les questions figées. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et sur ta vie de manière générale? Ouais. Eh bien, donc j'ai été malade, une maladie auto-immune, la maladie de Crohn, qui s'est déclenchée juste à l'aube de mes 13 ans. D'accord. Donc diagnostiquée à l'époque rectocolite hémorragique, la cousine. Okay. Et donc, pourquoi je parle tout de suite de la maladie? Parce qu'évidemment, ça a quand même impacté, orienté
ma vie, ma démarche dans la vie. D'accord. Donc un parcours plutôt chaotique. Ok. Et avec voilà, diverses expériences au niveau professionnel, des expériences souvent assez courtes, puisque je faisais le plein d'énergie, et puis quand je retrouvais un peu d'énergie, j'allais travailler, et puis ça durait quelques mois, et puis tu vois, la jauge retombait, et donc je revenais dans mon cocon pour essayer de reprendre des forces, et puis de continuer d'avancer un petit peu dans cette recherche d'une meilleure santé, meilleure compréhension aussi, beaucoup de temps passé à essayer de comprendre alors la maladie, comprendre aussi en gros ce que je faisais là, tu vois, des questions très existentielles. Oui, tout à fait. Et donc on va dire que la première partie de ma vie, j'étais plutôt dans la restauration. Ma sœur aînée a été formée à la restauration, donc c'est elle qui m'a un peu ouvert, enfin carrément même ouvert les portes. D'accord. Et alors attention, restauration, mais avec évidemment des horaires ajustés pour moi, parce qu'on sait très bien que le domaine de la restauration est très compliqué, des horaires très difficiles. Là maintenant ça a changé. Mais donc voilà, donc moi j'étais plutôt, on va dire, en extra, tu vois, en complément d'une équipe. D'accord. Et bon bah assez vite j'ai su que c'était pas mon domaine, même si après ma sœur m'avait bien formée, donc tu vois j'étais plutôt efficace, mais ça ne m'enthousiasmait pas plus que ça. Donc j'ai eu une phase là où j'ai repris mes études que j'avais arrêtées prématurément, et j'ai fait 3 ans de psycho à l'université de Nantes. Et puis là à nouveau, si tu veux, la santé, mais aussi trop de doutes. Moi c'est un peu mon problème, c'est que je suis partie, pour le coup, à la différence de beaucoup de personnes, avec presque zéro certitude. Et alors, un paquet de doutes, si tu veux, qui m'handicapaient quand même pas mal, quoi. D'accord. Et donc, la psycho, bah, j'ai été aussi confrontée à ça, parce que ça ne correspondait pas, en fin de compte, à l'image que je m'en étais fait. À la fac, si tu veux, en psycho, tu as plusieurs branches de psycho. Donc, tu as la psychologie clinique, hein, celle qu'on va le plus connaître, enfin, l'idée qu'on s'en fait, Freud, Lacan, tout ça, et puis bon, ça a évolué depuis. Hein. Il y a bien d'autres choses dans la psychologie clinique. Et jusqu'à la psychologie très ergonomique, quoi. D'accord. Tu vois, beaucoup plus concrète. Et à la fac, eh bien, moi, je comprenais pas ça, mais déjà, si tu veux, entre les profs, il y avait déjà des conflits, finalement, à savoir quelle psychologie valait sur l'autre, en fait, tu vois. D'accord, ok. Voilà, c'était déjà, oui, ok. Ça existe. Donc voilà, donc bon, c'était une chose parmi d'autres. Et donc après la psycho, j'ai refait un peu de restauration. Et je suis arrivée en sophro après quelques années sans activité professionnelle, où là j'ai été un petit peu pressée par la MDPH, puisque j'ai une allocation adulte handicapé. Et bon, bah, je suis repartie à la recherche. C'était pas la première fois, hein, mais mes démarches ne menaient jamais vraiment à quelque chose. Et puis là, eh bien, de fil en aiguille, je suis arrivée à la sophro. Alors, pas, si tu veux, par hasard non plus, puisque ma mère est éducateur sportif et sophrologue. D'accord. Donc, c'est vrai que j'avais vécu des séances avec elle, ça m'avait parlé. Et donc, j'ai rencontré Aurélie Lamy. J'avais aussi été voir l'école de Basse-Goulaine. D'accord, ouais. Donc, voir un petit peu les deux démarches, hein. L'école de Basse-Goulaine qui est vraiment purement caïcédienne, en tout cas qui l'était, je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, mais donc purement caïcédienne, et l'école d'Aurélie Lamy qui, à mon sens,
est plus, se rapproche plus du coaching que de, tu vois, si on doit faire un... voilà. Et moi, c'est ce qui m'a plu, en fait. Son énergie, cette approche, son énergie m'a plu. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée en formation de sophro. D'accord. Les 2 ans qui ont été assez difficiles, déjà physiquement. Oui, c'est ça. Tu vois, et pourtant, c'est des week-ends, tu te souviens, c'est pas non plus... on est très loin du temps plein. Après, bien sûr, par contre, il y a du travail chez soi. Mais tu vois, le simple fait de devoir tenir une journée entière sur une chaise, ça, c'est compliqué, c'était très compliqué pour moi. Et puis, les toilettes. Parce qu'évidemment, mon problème est très lié, c'est digestif. Hein, donc, du coup, je dois aller aux toilettes une quinzaine de fois par jour à peu près. D'accord. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de tabou aussi. Hein, Complètement, oui. Et donc d'aller aux toilettes, tu vois, dans un lieu public, et puis y retourner en fait. J'y vais pas une fois, quoi. Hein, j'y vais. Donc voilà, donc physiquement, psychologiquement, c'était difficile. Et après, donc ça lié à mon handicap, et après il y avait le contenu, évidemment. Tu l'as vécu aussi. Oui, tout à fait. Le contenu qui, bien que j'avais déjà, tu vois, fait des choses, suivi des psychothérapies, exploré des méthodes alternatives, tout ça. Mais voilà, donc ça me fatiguait beaucoup. En même temps, ça m'enthousiasmait aussi. Donc ça a été, une belle aventure. Que j'ai prolongé du coup en adhérant au réseau à l'époque de l'école et en poursuivant donc professionnellement ensuite, donc d'abord dans un cabinet à Saint-Georges-de-Montaigu et ensuite là je suis revenue chez moi du coup à Rezé. D'accord. Donc voilà, et juste pour clôturer le parcours, donc j'ai commencé l'activité professionnelle fin 2016 et je l'ai arrêtée début 2022. D'accord. Et donc là c'est autre chose qui m'a happée puisque là ça a été l'accompagnement de mes grands-parents et plus particulièrement de ma grand-mère puisque mon grand-père est décédé très vite et en parallèle c'est-à-dire vers la fin de l'accompagnement de ma grand-mère, en 2022, j'ai commencé à reprendre un parcours de santé. D'accord. Puisque j'étais suivie donc, par un chirurgien qui me laissait un peu tranquille en fait. J'avais eu des abcès à répétition, donc à chaque fois tableau d'opération, tu vois. D'accord, ok. Au début anesthésie générale. Ensuite, avec la Covid, péridurale. Et c'était assez récurrent. Et du coup, quand lui, il est parti faire de la recherche à Genève, j'avais le sentiment que quelque chose au niveau de la maladie montait d'un cran. D'accord. Et donc, j'ai reconsulté, du coup, toujours au CHU de Nantes, une chirurgienne. Et là, c'est elle qui m'a orientée à nouveau vers une gastro. Je n'avais pas vu de gastro depuis plusieurs années. D'accord. Et là, toute l'année, fin 2022, 2023, beaucoup d'examens. Et puis, début d'un nouveau traitement. Et puis, tu vois, là, j'en suis à mon 3e traitement. D'accord. Et qui a l'air, cette fois-ci, de fonctionner. Formidable. Donc, voilà. Donc, l'idée, sur ce type de maladie, il n'y a pas de guérison. C'est ça. En revanche, le traitement peut limiter, endormir, en fait. Tu vois. D'accord, on endort la maladie pour qu'elle gêne le moins possible. D'accord. Voilà. Et donc, j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu en es là. Donc, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment toi, tu as géré la douleur au long de ta vie aussi. Comment tu as trouvé cette force? Je ne sais pas si je l'ai gérée, la douleur. Ouais.
Je l'ai plus subi. Subi, ouais. Parce que les douleurs violentes... alors, je l'ai subi, c'est-à-dire que quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de calmants. Des calmants plutôt forts. Ok. Et la réglementation n'était pas la même qu'aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré, donné avec beaucoup plus de parcimonie. Ok. Ouais. Qu'à l'époque, non. Ok. Donc du coup, c'est vrai que je suis ressortie de l'hôpital avec quand même une addiction qui est venue compliquer les choses aussi. Ouais. Donc il y a eu ça. Je pense qu'il y a eu... j'ai fumé pendant très longtemps du cannabis. Donc je pense que ça limitait quand même la douleur. D'ailleurs, je te parlais tout à l'heure des étirements. Bah, c'est au moment où j'ai arrêté le cannabis que je me suis mise à m'étirer aux étirements, tous les jours. Ouais. Parce que j'avais mal partout. Donc le cannabis, du coup, endormait, on va dire, la douleur chronique. Par contre, pour ce qui était des douleurs aiguës, donc là, quelque chose de moins régulier, mais beaucoup plus vif, là, clairement, je subissais. D'accord. J'ai pas eu... alors, à l'époque, on me disait, respire, respire. Comme je n'avais rien mis en place, du coup, j'étais trop jeune, respire. On te dit ça au plus fort de la douleur. Si tu veux, tu n'as qu'une envie, c'est de, de rentrer dedans. Voilà. Donc, et puis, la douleur, c'est tout un sujet, parce que... alors, je crois que c'est les militaires qui vont dire que ce n'est qu'un signal ou que tu vois un message. Voilà. Mais la douleur répétée, violente, eh bien, ça fait que... Alors moi, ça a été mon vécu, mais j'ai pu lire des articles là-dessus qui venaient finalement mettre des mots sur ce que je ressentais. Je n'étais plus un être humain, en fait. Si tu veux, j'ai eu des douleurs si violentes que j'étais plus vraiment un être humain. Je rampais, tu vois, je me mettais dans toutes les positions possibles, rien n'y faisait. Et c'est comme si ça bouffait finalement mon humanité, tu vois. Je comprends. Et depuis le départ, depuis tes 13 ans, ça a été crescendo ou C'était par période. Par période, ouais. Donc dans ton adolescence, ça a eu des inconvénients et des conséquences, sûrement. Bien sûr. Et tu as eu une révolte par rapport à ce qui t'arrivait ? Une révolte, oui et non, je pense. Ouais. Forcément que j'avais de la colère. Ouais. J'avais de la colère beaucoup contre le personnel hospitalier. D'accord. Parce que voilà, il y avait quand même, je sais qu'on parle beaucoup du dévouement du personnel soignant, mais moi c'est vrai que c'est un sujet très sensible puisque j'ai été confrontée quand même à des comportements que j'ai trouvés inhumains en fait à l'époque. En tout cas, alors pas tout le monde, bien sûr, oui, tout à fait. Mais il y a eu beaucoup de personnes, je trouvais qu'il y avait un grand manque de compassion. Et aussi, du côté médecin, chirurgien, ils ont une idée en tête et voilà, ils veulent te l'imposer. Donc, je les ai suivis un temps, mais finalement, à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être m'en remettre à moi d'abord, m'en remettre à ce que je ressens. Exactement. Parce que je ne suis pas qu'une mécanique. Et puis, quand ils réparent... c'est-à-dire que j'ai eu des chirurgies très lourdes, donc très violentes, et le médical ne s'occupe pas de cette violence-là. Pour eux, voilà, ils réparent, ils sauvent des vies aussi, bien sûr, mais moi, la mienne a été détruite, vraiment, avec la violence des chirurgies et les calmants, du coup, les comportements inhumains. À 13 ans, donc entre 13 et 15, j'ai vécu le plus lourd de ça. Et bien, clairement, oui, je suis ressortie complètement détruite. Donc, la révolte, oui, il y a eu ce ressentiment-là. Mais cette révolte ne s'est pas extériorisée
Donc, comme elle est restée à l'intérieur, évidemment, à un moment donné, dépression, quoi. D'accord. Alors c'est étonnant ce que j'avais déjà perçu quand on avait échangé ensemble, c'est qu'on a quand même des parcours de vie qui sont pas similaires, mais qui sont sur certains points Oui, assez familiers. Ouais, si, assez Parce similaires. que ces opérations que toi tu as eues dans l'enfance, moi je les ai eues aussi dans la petite enfance. Et ce que tu portes en témoignage, j'ai vécu exactement la même chose avec cette violence des opérations, cette position non humaniste que certains personnels à l'époque n'avaient pas. Et comme toi, j'ai ressenti une énorme violence par rapport à ça, une énorme colère et qui est restée enfouie longtemps. Et donc toi, est-ce que tu as senti à un moment donné où tu en as eu marre et tu t'es révolté par rapport à tout ce qui t'arrivait, par rapport à dans ton adolescence? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, voilà... Ma révolte, finalement, passait par l'autodestruction. C'est ça, ok. C'est-à-dire que, quand j'ai été opérée, j'avais demandé donc c'était vraiment une chirurgie lourde, c'est-à-dire comment enlever tout le gros intestin et le rectum. Mmh. Donc ça s'est fait quand même en 3 temps, 2 opérations de 6 heures, donc un anus artificiel provisoire. Donc du coup, alors on parlait du schéma corporel, là si tu veux, en plus c'était pile au moment de la puberté. Donc du coup, mon corps, à la sortie de l'hôpital, en fait, c'était des morceaux que j'essayais, si tu veux, de... Oui, je comprends, ouais. Voilà, je n'avais plus d'unité et tout ce que je devais faire, tu vois, j'avais l'impression de traîner les morceaux de mon corps avec moi. Je tenais à peine debout. J'avais du coup perdu ma musculature puisque... Fais attention, ouais, juste. Voilà, tac. Excuse-moi. Non mais tu fais bien de me le dire. Donc plus de muscles. Pour moi, je voyais difficilement comment ça allait aller mieux, puisque justement, c'est ce que je voulais dire, avant d'être opérée, j'avais demandé au médecin, est-ce que l'opération va me permettre de me retrouver comme j'étais avant le déclenchement de la maladie. Et la personne à qui je me suis adressée m'a dit oui. Sauf que non, ça a été, si tu veux, le début du calvaire en fait. Ouais. Donc je pense que tout ça s'est fait inconsciemment. Hein. Oui. C'est-à-dire que j'occultais, je mettais de côté finalement mes ressentis. Et j'essayais d'avancer, de suivre les autres. C'est ça. De faire comme tout le monde et quelque part, si tu veux, de vivre tout ce que je pouvais. Ok. Parce que je pense que j'avais été marquée quand même par la mort, hein, même si on m'a bien dit que non, ce n'était pas mortel. Ça pouvait l'être si je n'avais rien fait, puisque je risquais quand même une hémorragie interne. Mais disons que tu vois, même l'état dans lequel tu peux être quand tu es complètement shooté, c'est des états de conscience. Totalement modifiés. Qui sont très proches d'un état de mort, quoi, je suppose. Ah, oui, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On est très loin de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais, si tu veux, dans une atmosphère, tu vois, super sombre. Un peu fantomatique, enfin, tu vois, c'est difficile de mettre des mots dessus. C'est exactement le ressenti que j'ai eu. Et du coup, j'essayais de choper des choses de l'extérieur et de faire comme un peu les autres, justement. Je suivais un peu aussi la dynamique de ma sœur aînée. Mais le problème, c'est que je me détruisais encore plus. Ouais. Je continuais dans ce sens-là. Et ma révolte... là où a été ma conscience, à un moment donné, c'est effectivement au plus fort de mon autodestruction, oui, il y avait une révolte. C'était finalement la recherche d'encore plus de chaos, quoi. Oui, ok. Est-ce que c'est pas, enfin, c'est une question que je me pose, est-ce que c'est pas lié juste
un phénomène qui fait que les sensations ont été exacerbées avec ces chocs opératoires et autres. Tu as vécu quelque chose de complètement difficile et que tu veux aller au-delà de la sensation pour vraiment sentir être vivant, quoi, tout simplement. C'est la question que je me pose, moi. Je sais pas trop. En fait, moi, je dirais que c'est-à-dire, il y avait effectivement, si tu veux, ces sensations. En fait, mes sensations ne se résumaient plus qu'à des sensations douloureuses. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Quand je ressentais quelque chose, j'avais mal. Ouais. Sinon, je ressentais pas et justement, je ne voulais pas ressentir. Ouais, d'accord. Mais comme on l'a vu en sophrologie, si tu, en fait, pour ressentir des bonnes choses, il faut accepter aussi les sensations douloureuses. C'est ça. Donc moi, finalement, je coupais tout. Et à un moment, donc, parce que tu vois, j'avais toujours un plus ou moins mal. Donc ça, j'arrivais à les couper parce que c'était des douleurs un peu sourdes. Mhm. Celles que je ne pouvais pas couper, c'est celles qui effectivement étaient très violentes. Mais sinon, donc oui, quelque part, il y avait ce truc sans doute, si tu veux, à la fois ce désir de plus ressentir et à la fois ce désir quand même, oui, de me sentir en vie, de ressentir quand même quelque chose, mais de bon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, donc... et puis des fois, carrément l'envie d'oublier mon corps, quoi, en fait, de m'oublier, même moi carrément, les addictions, les drogues, c'est ça aussi. Hein. Se laisser emporter dans un espèce de tourbillon, là, et s'oublier complètement. Tout à fait. Donc ça a été, on va dire, jusqu'à ce malaise, cette non-compréhension de soi, ça a duré combien de temps à peu près? Ça a été jusqu'à l'âge de 20 ans. D'accord. J'ai eu ma dépression avant, donc à 17 ans, je crois ça. Donc c'est là que je suis partie de chez moi, que je suis allée vivre avec ma sœur aînée. D'accord. Et du coup, 20 ans. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est par rapport à cette expérience qui est assez forte. Comment toi, tu as perçu le monde? Est-ce que tu as eu un regard différent sur le monde? Alors j'entends par là un regard, qu'on va dire la personne classique, lambda, a, et toi, est-ce que tu as eu on parle souvent d'une maturité qui est résurgente pour les personnes justement qui vivent des traumatismes aussi profonds par rapport à des opérations, par rapport à des expériences de vie. Est-ce que tu as ressenti cette maturité, toi, qui était beaucoup plus présente? Maturité, je pense que la maturité, je commence à l'avoir maintenant. Ok. Peut-être une forme de lucidité. Lucidité, ok. Mais que j'avais avant ma maladie. D'accord. Enfin, que j'avais. Alors, après, je sais pas. Est-ce que c'est de la lucidité ou... mais disons que pour moi, le monde était déjà assez chaotique quand j'étais enfant. Je ne comprenais pas comment avançaient les gens. C'est-à-dire que je voyais plein de dysfonctionnements dans le monde. Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient avancer, que ces dysfonctionnements-là ne les arrêtaient pas, si tu veux. Oui, ok, exact. Donc ils menaient leur vie, ils allaient travailler, ils faisaient des enfants, et voilà. Et ils avançaient comme si tout allait bien. Alors que pour moi, non, les choses n'allaient pas bien. Déjà, tu vois, à l'époque, le monde, pour moi, était bancal. Il y avait des gens qui étaient très malheureux, il y avait des guerres, voilà. Donc, des choses quand même... oui, que tu observais déjà. Voilà, c'est ça. Et donc... et puis voilà, après, si tu veux, j'ai peut-être été sensible à ce qui était chaotique dans le monde, parce que dans ma sphère familiale, c'était aussi un peu le chaos. D'accord. Et alors, avec la maladie, alors là, du coup, tu vois bien, le chaos était... et ma perception du monde, à partir du moment où j'ai été malade, j'avais tout le temps froid. J'étais dans un froid, tout le temps froid corporellement. Dehors, tout me semblait froid. Il n'y avait pas, tu vois, c'était presque... la luminosité était aveuglante. Tu vois, c'était pas une lumière agréable. Donc, quelque part, je recherchais un peu l'ombre à me cacher. C'était brut, quoi. Et dès que je devais
m'extraire un peu de mon cocon, c'était ça. J'étais dans un monde étranger. Ok. Donc moi, j'étais une étrangère dans un monde étranger, puisque j'étais déjà étrangère à moi-même. Tu vois, ma vision du monde, en fait, reflétait mon ressenti et ma perception interne, en fait. Oui, mais qui était inhérent, en fait, avant ta condition de malade, on va dire. Qui était déjà là, quoi. C'est-à-dire qu'avant ma maladie, j'avais cette vision-là d'un monde qui me déconnait, avec une forme d'inconscience, du coup, plus ou moins générale. Mais j'avais aussi une chaleur, une lumière, j'avais une énergie qui faisait que j'arrivais à percevoir des choses joyeuses, du beau, voilà. Le monde était quand même il avait des couleurs, quoi, en fait. Il y avait des nuances quand même, voilà, que tu pouvais observer. C'est ça. Ouais, ok. Ensuite, avec la maladie, ces nuances sont complètement disparues. Okay. Et c'est pour ça que c'était très brutal. J'étais à vif, en fait, tu vois, tout me heurtait. Donc, par exemple, la restauration, avec ma sœur aînée, ça allait parce que je conservais quelque chose de familier qui me réchauffait. D'accord. En revanche, j'ai aussi travaillé un peu en tant que caissière et je me souviens avoir fait une saison à Atlantis. Et là, j'étais dans le froid le plus total. Et dans comment je pourrais dire, un peu un univers robotique. Oui, d'accord. Et tu vois, pendant mes pauses, je lisais Boris Vian. Donc tu vois, le côté absurde résonnait bien. Ouais. J'étais dans l'absurdité totale. Okay. Et je n'avais aucun lien, aucune connexion. C'était ça finalement, si tu veux, qui me plongeait dans le froid, c'est que je me sentais connectée à rien du tout. C'est très intéressant parce que ce que tu es en train de développer me parle énormément, personnellement. Parce que c'est la vision du monde que j'ai un peu et que j'ai toujours eue, que j'arrive maintenant à tempérer. Mais je suis en train d'observer le phénomène qui est le suivant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes atypiques qui ont cette sensation-là. Ne pas se connaître leur propre langage, et ne pas connaître le langage extérieur et d'avoir vraiment une dissonance complète sur ce qu'ils sont eux et ce qu'est le monde en fait. D'où ma question maintenant, parce que tu en as parlé, parce que tu m'as parlé de la maturité, en disant je suis aujourd'hui mature. En tout cas plus que je ne l'étais avant. Pour toi c'est quoi la maturité? Je voudrais avoir ta définition de la maturité. Déjà, c'est de pouvoir se prendre en charge. Ouais. En tout cas, autant que possible. Hein. Ouais. Prendre en charge... alors, il y a toujours le côté, bien sûr, terre-à-terre financier, qui est peut-être justement là où ça pêche encore un peu pour moi. Et il y a la maturité émotionnelle. Et moi, j'inclurais dans la maturité le fait de... prendre soin de soi et d'être aussi attentif aux autres. Si tu veux, moi, mon credo, c'est éviter autant que possible de faire aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. Ouais. Okay. Donc la maturité, à mon sens, c'est ça aussi, c'est être conscient de l'impact qu'on a sur les autres. Ouais. Et pas seulement l'impact que les gens ont sur nous. Ouais. Parce que y a beaucoup de personnes, et ça on l'a tous, je pense, dans l'enfance. Ouais, il m'a fait ça. Ouais, tout à fait. Et donc de s'arrêter davantage sur les offenses qu'on nous a faites. Et en revanche, quand c'est moi, pour reprendre la phrase de certaines personnes, quand c'est moi, c'est pas pareil. Ah, c'est exactement ça. Ouais. Et alors ça, c'est un truc qui m'a toujours... l'incompréhension totale. Mais je vois pas pourquoi ce n'est pas pareil pour toi. C'est quelque chose qui est important pour moi et je pense que oui, cette maturité-là, c'est... Pour répondre à ta question, ce serait ça, quoi. D'accord. Changer en fait de positionnement, au lieu de partir du point de départ
de l'autre, partir de son point de départ, en fait. C'est ça. Enfin, on schématise très Ouais, rapidement, tout à fait. mais de se dire, voilà, si le chaos existe à l'extérieur et à l'intérieur, j'ai pas d'emprise sur l'extérieur, par contre, je peux avoir une emprise sur l'intérieur. Et pas d'emprise sur l'extérieur, après, forcément, à une petite échelle. Oui, Parce que... ouais. Mais si, bien sûr qu'on a un impact sur les gens qui nous entourent, ne serait-ce qu'émotionnellement. Oui, c'est pour ça que je te parlais aussi de maturité émotionnelle. Alors, c'est pour ça que je te dis aussi que je commence à me sentir plus mature, mais on a un impact avec nos émotions, en fait. Oui, tout à fait. Tu vois, tout d'un coup, si tu arrives... que tu viens voir quelqu'un et puis que tu es tout énervé ou tu es tout triste, eh bien, ça a un impact sur l'autre. Tout à fait. Après, l'autre peut se dire, bon, bah, c'est son émotion, voilà, c'est pas dirigé. Mais ça n'empêche que quand même, tu reçois des choses. Donc, c'est aussi ça, d'essayer petit à petit de mieux exprimer son émotion, mieux savoir quoi en faire et éviter de tout déverser, déverser sur l'autre. Et la prise en charge, comme je te disais, essayer effectivement, dans la mesure de possible, de se porter soi et d'éviter de se poser sur quelqu'un, de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi, je dirais, et c'est pas évident non plus, c'est aussi d'apprendre à refuser que quelqu'un se pose trop, s'appuie trop sur soi aussi. Tu vois, c'est dans les deux sens. C'est exactement ça. C'est créer, susciter l'autonomie individuelle et vraiment avoir cette volonté d'autonomie, même si elle n'est pas évidente. Et savoir être dans la tempérance, en fait, de se dire, bon, je peux te porter un petit peu, mais bon, là maintenant, il est temps, il faut. En fait, la véritable, je dirais, bienveillance qu'on peut avoir avec autrui, c'est ça. C'est pas toujours être dans je t'accompagne, je te porte, mais créer cette autonomie et de se dire, bah, peut-être ce qu'on disait tout à l'heure aussi dans les accompagnements, il va y avoir un moment où ça va faire mal et il va falloir l'affronter. Tout à fait. Et ça, on est les seuls vis-à-vis de ce constat. C'est ça, chacun porte quelque chose de difficile, voilà, avec des degrés. Mais si je reprends l'exemple de la maladie, quand on est malade, eh bien, personne ne peut vivre, ressentir ce qui est vécu de l'intérieur. Donc, personne ne peut porter la maladie pour quelqu'un d'autre. De même que moi, je vais avoir plus de difficultés à me représenter, par exemple, mes sœurs, ma mère, ce qu'elles ont pu vivre du fait que moi, j'étais malade. Oui. Tu vois, c'est encore un autre vécu, en fait. Tout à fait. Accompagner une personne malade n'est pas la même expérience qu'être malade. Et donc, c'est lourd dans les deux cas, peut-être à des degrés, tu vois, différents, mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est que chacun va avoir son expérience et chacun est porteur du coup de sa propre expérience. Tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous regardent, justement, pour essayer, qui sont peut-être dans une recherche, peut-être que certaines personnes ont un mal-être, et qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme piste pour essayer de commencer à se comprendre, tout simplement? Je dirais, si je reprends ma démarche, ma démarche a été au début, c'était là aussi très chaotique. Je pense que c'est de tester des choses, d'essayer d'aller. Donc, moi, c'est vrai que j'ai fait des psychothérapies. Alors, tiens, un conseil, ce serait celui-là déjà. Une psychothérapie. Après, bien sûr, il peut y avoir plusieurs tentatives, puisque faut tomber en quelque sorte sur le bon praticien, c'est-à-dire celui qui va te correspondre. Oui, c'est ça. Dont la méthode va te correspondre. Et puis, je dirais, là, c'est pareil, il y a un temps pour tout. Donc, quand on est au plus mal,
c'est là où on va avoir encore plus de difficultés à trouver. Ouais. Et c'est pour ça que je dirais essayer de collectionner, enfin je sais pas comment dire, justement de répéter diverses expériences, même si elles sont courtes, Oui. pour relancer quelque chose. Être dans le mouvement. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, Mais ok. c'est ça qui peut être très difficile. Ouais. Justement, quand on est malade, ça va dépendre aussi peut-être des maladies, mais Ouais. c'est la mise en mouvement qui peut être difficile. Ouais. Moi, c'était le cas. Donc la psychothérapie, si tu veux, donc j'en suis encore une actuellement. Et je dirais que justement, là, donc tu vois, après 20 ans, plus de 20 ans, j'ai effectivement trouvé le praticien qui me correspond vraiment. C'est-à-dire que j'en ai vu d'autres qui m'ont apporté des choses, qui m'ont quand même aidé justement à faire des pas. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, j'en arrive, alors après avoir essayé de réparer mon corps, j'en arrive à un travail où j'essaie d'apprendre à penser droit. Ok. Tu vois, d'être vigilante sur les croyances, que ce soit les miennes ou celles des autres, parce que nos discours sont très teintés de nos croyances. Donc, de pouvoir faire la distinction entre les croyances et les faits. De faire justement attention au conditionnement, attention à la pensée radicale, tout noir ou tout blanc, C'est ça. de ramener des nuances. Ouais. Et tout ça, ça s'apprend aussi. Donc voilà, essayer, oui, c'est ça, de faire des expériences, de bouger, de ne pas s'arrêter sur une mauvaise expérience. D'essayer d'y croire en fait. C'est ça, oui. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi au départ d'avancer plus pour les autres que pour moi, c'est-à-dire les êtres qui m'étaient chers. Je me suis beaucoup accrochée à ça. D'accord. De me dire je vais vivre pour les êtres que j'aime. Puisque à un moment donné, je n'étais plus capable en fait de me dire je vais vivre pour moi, quoi. Tout à fait. Donc c'était cette volonté-là parce que justement, tu vois, j'avais déjà quand même cette notion-là de me mettre quand même à la place de l'autre et de me dire ça va être violent, quoi. Si moi je disparais, ça va être violent pour mes proches et j'ai vraiment pas envie de leur faire subir ça, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui m'a accroché. En fait, il faut trouver une accroche. Il faut trouver quelque chose qui va maintenir le fil fragile de la vie, quoi. Et puis forcément, après, il y a quand même des fois des phases de mieux. Donc c'est là où il faut essayer de profiter, de se faire du bien. Moi, mon parcours a été pendant des années comme ça. Okay. C'est-à-dire que tout d'un coup, je touchais le fond. Donc là, ça prenait quand même des semaines. Et puis, à un moment donné, voilà, pour qui, pourquoi, tu vois, quelque chose qui commence à s'alléger. Et un mieux, un goût à nouveau. Donc là, j'essayais de sortir la tête de l'eau avant de replonger. Et c'était beaucoup comme ça, si tu veux. D'accord, ok. Et puis, à un moment donné, petit à petit, c'était un peu moins brutal, un peu moins haut, un peu moins bas. Parce que, attention, l'enthousiasme aussi, quoi. C'est ça. L'enthousiasme, c'est agréable. Mais quand on monte, moi j'étais comme ça, quoi. Je montais, et puis alors, la chute après était violente. Ouais. Donc voilà, pour répondre à ta question, moi ce qui m'a aidé en tout cas, c'est la psychothérapie, les livres. Ouais. La lecture a été aussi, a fait partie de ce qui m'a sauvé la vie. C'est ça. Et dans un second temps, quand j'ai réussi à me remettre aussi un peu en mouvement physique. Ouais. Donc là aujourd'hui, là ça fait 2 ans que j'ai remis en place des activités, donc natation, danse, et ça me fait un bien fou, quoi. Ouais. Toujours cette notion de mouvement. C'est ça. Quand on met en place. Ouais, et puis okay. là, je retrouve un plaisir, si tu veux. Oui. Je suis plus, tu vois, dans le mouvement. Il faut y aller, allez, bouge-toi, tu vois. Ouais, et là, je commence à retrouver une forme de fluidité. C'est pas toujours
facile. Hein. Il y a des fois où je suis rattrapée quand même par ma maladie. Hein. Mais voilà, un peu plus fluide quand même. Et donc avec du plaisir. D'accord. Je voudrais terminer cet entretien pour savoir quel est ton avis sur ce que tu penses de l'évolution du monde en ce moment, sur comment tu perçois le monde en ce moment, de manière globale, et comment tu perçois aussi les interactions sociales qui se passent en ce moment. Quel est ton point de vue là-dessus? Vaste sujet. Ouais. Je pense pas si différemment que la manière dont je le percevais étant enfant. D'accord. Je pense qu'effectivement les gens, je généralise, hein, bien sûr que tout le monde n'est pas comme ça, mais disons que la société, on est dans un tourbillon. Quelque chose qui va de plus en plus vite. Je pense lié au nouveau mode de vie aussi. Hein. On a tellement d'infos maintenant en permanence que ça sollicite énormément l'attention. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont quand même vraiment sur le fil du rasoir. Il y en a qui, eux, pour l'instant, tout tient, donc ils ne se posent pas trop de questions, ils continuent, voilà. Et il y en a qui sont déjà sur le carreau, déjà au moment de la Covid, hein, les psychiatres alertaient sur l'état psychologique quand même des Français. Donc voilà, si tu veux, je pense que tout le monde ne vit pas l'époque de la même façon. Il y a les grands optimistes qui y croient, qui des fois aussi mettent en place des choses selon leurs croyances, leurs idéaux. Il y a ceux qui sont, qui eux peut-être ont compris comment fonctionne le système et vont dans le sens du système, prennent tout ce qu'ils peuvent prendre tant que le monde tient et voilà, tu vois. C'est ça, ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a différentes réactions, différentes positions par rapport au monde actuel, mais d'un point de vue global, on sait que voilà, c'est tendu, que ce soit au niveau écologique, au niveau humain, là au niveau mondial aussi. Moi je vois bien des choses, d'ailleurs je ne suis pas la seule, mais je veux dire quand tu regardes les infos, moi je trouve pas ça très rassurant, l'histoire de Poutine qui veut étendre son empire. Et puis voilà, et puis il y a bien d'autres choses. Hein. Mais c'est vrai que je te parle de Poutine parce que donc ma vision du monde, c'est que j'essaie, si tu veux, là aussi je suis dans une période où j'essaie justement de de la constituer un peu plus sérieusement. D'accord. C'est-à-dire de m'informer davantage, c'est ça, de plus connaître finalement ce qui se passe. Il y a eu, dans ma phase où j'étais pas bien, je regardais jamais les infos, je ne m'occupais pas du tout de ce qui se passait dans le monde. Si tu veux, c'était le cadet de mes soucis. Et surtout, je voulais pas en rajouter, quoi. C'est ça. Mais là, je commence, si tu veux, à essayer de l'aborder, justement, en mettant un peu l'émotionnel de côté. Ok. Pour le voir de manière plus objective. Et donc, là, j'ai des lectures qui m'intéressent beaucoup. Donc là, je suis sur le livre L'heure des prédateurs. Donc, alors, le nom, c'est italien, Daim Poglioni, quelque chose comme ça, qui a écrit avant Le Mage du Kremlin, qui va être adapté là au cinéma. Donc, dans Le Mage du Kremlin, il parle justement de Poutine. Et le livre que je lis maintenant, L'heure des prédateurs, il parle de la sphère politique, tout ce que lui a pu observer, puisque il était, peut-être il l'est encore, conseiller politique, et donc avec beaucoup de connaissances, quoi, ça se voit dans ses écrits.
Et voilà, ça donne une vision peut-être un peu plus objective du monde. Après, il n'y a pas tellement de surprises non plus. On voit que l'absurdité est à tous les niveaux finalement. Hein. Et avec quand même dans ces sphères-là vraiment le goût du pouvoir au point que bon, l'humanité est secondaire. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, donc j'ai cette lecture-là. J'ai adhéré à une plateforme. Enfin, je ne sais pas si tu connais du coup l'Esprit Critique. Si, oui, ouais, tout tu connais. à fait, ouais. Et du coup, ils ont fait un appel aux dons là l'année dernière via KissKissBankBank et ils ont récolté beaucoup de dons pour créer une plateforme qui s'appelle Cogito et qui est accessible aux particuliers, mais qui veulent aussi faire entrer dans les écoles. Tu vois, là, ils sont dans un grand travail. Et du coup, j'ai commencé, comme j'ai donné une participation, donc j'ai un accès au premier niveau. Disons que leur idée, c'est justement de nous apprendre ou d'aller plus loin, pour ceux qui ont déjà développé un esprit critique. Voilà, d'avoir des ficelles pour mieux traiter l'info finalement. D'accord. Et donc tu vois, ça va, pardon, ça va dans le sens de ce que je fais aussi avec mon psy. Vraiment ce truc de bien faire la distinction, tu vois, de ne pas se laisser embarquer par l'émotionnel pur. Voilà, c'est ça. Vraiment... Là, j'étais hier sur la plateforme et c'était un petit article sur des ronds-points. Et puis, celui qui écrivait, si tu veux, disait que il y avait tant de ronds-points en France, qu'il y en avait plein, tout ça. Et il imitait effectivement son opinion, en fait. Hein, donc, il comparait ces ronds-points-là à la société, si tu veux, en haut, tout en haut, tout ça. Et du coup, quand j'ai lu, oui, carrément, tu vois, j'étais tout à fait d'accord avec sa vision. Prise, tu sais, aucun recul en fait. Et là justement, si tu veux, après l'exercice, c'était de souligner les phrases qui relevaient vraiment des faits. Des faits et de faire la différence avec l'opinion qui n'est pas forcément comment dire, fausse ou qui est intéressante en fait, mais qui relève d'une opinion. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est super intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai pas du tout eu cette formation là et je me rends compte que et malgré que j'ai quand même suivi des études oui, l'esprit s'il n'est pas un minimum musclé on peut te faire avaler pas mal de choses et t'induire en erreur en fait. Et donc aussi déformer ta vision des choses. Donc tu vois, c'est là-dessus que j'essaie de travailler. Donc ma vision du monde, je dirais qu'elle est en construction, en reconstruction, même si bien sûr il y a des choses que je perçois et je pense qu'ils sont justes. Mais c'est un travail que je trouve tu es en train de faire, intéressant et important. Tout à fait. Pour pouvoir ensuite se positionner face au monde, parce que l'idée, c'est ça aussi, je me suis inscrite à un atelier d'écriture, voilà, là je vais entamer ma 4e année. Alors là, c'est tu vois, à nouveau un domaine où je travaille, je persévère. Je persévère beaucoup. Mon prof, là, cette année, je lui ai dit, tu sais, des fois, je viens à reculons. Et il me dit... Je sais. Donc, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je te parlais de la lecture, l'écriture m'a beaucoup aidée. L'écriture, mais tu vois, en mode journal intime, quoi. Jeter mes émotions, essayer de m'éclaircir les idées, tout ça. Et j'aimerais arriver à quelque chose de plus créatif. D'accord. Mais le but, finalement, c'est justement de pouvoir relier... En fait, si tu veux, quelque part de passer un message sur justement ma vision du monde,
Et peut-être ma position par rapport à cette vision, ma position dans le monde. Oui. En tout cas, exprimer quelque chose, faire entendre ma voix, en même temps que trouver ma voix. Oui. Et c'est bien tout le travail. Et ce travail-là, finalement, c'est une recherche de connexion. C'est ça. Me connecter au monde en exprimant quelque chose. Tu vois, finalement, ce que je reçois du monde, pouvoir le ressortir de manière créative. C'est mon objectif maintenant. D'accord. Nous allons terminer cet entretien avec ma petite question de fin d'entretien, qui est toujours la même pour tout le monde. D'accord. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Il y a juste cette question qui va arriver et tu vas y répondre avec ta sensibilité, comme tu veux. Pour toi, le sens de la vie, c'est quoi au juste? Là aussi, c'est une grande question. Eh bien, ça a été toute ma recherche pendant toutes ces dernières années, l'époque sombre, on va dire. Ouais. Eh ben, la vie, le sens de la vie, je pense qu'il n'y en a pas qu'un. Je pense que chacun y trouve, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour chacun, de trouver un sens. Je vais rester sur des choses assez basiques, en fait. Aimer les personnes qui m'aiment, leur faire du bien, prendre plaisir à passer des moments avec eux. Et je te parlais de connexion, je pense que c'est là, en fait, le sens pour moi. C'est mon sens à moi. Le sens que je veux donner à ma vie, c'est cette connexion et cette disponibilité. Parce que tu me parlais tout à l'heure de la question de la vision du monde, du rapport aux gens et tout. Je pense que ce qui est le plus grand mal dans notre société, c'est le manque de disponibilité, le manque de présence, finalement. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas connecté entre nous, qu'on ne se connecte pas au monde. Donc c'est ça, moi, le sens, c'est si j'arrive à me sentir en résonance avec les autres et le monde, ça m'arrive de temps en temps, mais de manière assez fugace. Mais si j'arrivais à installer un peu plus cette résonance-là, eh bien, à la fin de ma vie, je me dirais que j'ai bien vécu et que j'ai trouvé le sens, en fait. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi pour ce moment partagé ensemble. Et puis, eh bien, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous d'avoir écouté et d'être présent sur ces vidéos. N'hésitez pas à nous envoyer quelques commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite et merci encore à toi. Merci aussi. Merci.